Entretiens des Patriotes, bonjour à tous. Marlène recasée chez Tilder. Pour quelles compétences? Avant de traiter cette information et beaucoup d'autres, certaines seront un peu plus sérieuses, bien évidemment, mais on va pas bouder notre plaisir avec Marlène, si je puis m'exprimer ainsi. Et vous connaissez la routine sur cette chaîne. Je veux remercier tous ceux qui me permettent de vous offrir ce journal, qui me permettent de me consacrer à la réinformation. Et aujourd'hui sont à l'honneur C. Piotro, Chantal Rossia, Luc Tobiana, Caroline Bourdou, Tesla Ovner et VTT Pollux. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais aussi à vous remercier tous vos gentils messages, les pouces levés, la diffusion sur d'autres réseaux sociaux. Et je salue tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Allez, on va commencer ce journal par une information que j'ai traitée hier. Vous avez été nombreux à réagir au sujet du documentaire de M6 sur l'éducation nationale. Et vous m'avez posé la question, est-ce que les profs sont si mal payés que cela? Oui, ils sont très mal payés, comme le montre le schéma que nous présente Philippe Murer. En 1980, un professeur de collège qui débute gagne 2 fois le SMIC. Un professeur de collège qui débute en 2022 débute autour de 1,2 fois le SMIC. Voilà la réalité et vous constatez cette dégringolade. Mais s'il n'y avait que les enseignants, mais ce sont aussi les professions de santé, ce sont aussi les gens qui travaillent dans le privé. C'est tout le monde qui a perdu du pouvoir d'achat et c'est ce que je vous ai montré à travers de nombreux entretiens. Vous remarquez néanmoins que la chute fut brutale autour des années 2000. Pour quelle raison Claude Allègre diminue l'avantage des heures supplémentaires? Eh bien, de 30%. Oui, les professeurs qui voulaient travailler, qui voulaient s'investir et qui faisaient des heures supplémentaires ont été sanctionnés. Et puis, vous avez évidemment le passage à l'euro qui a touché tout le monde. Le salaire donc d'un enseignant est aujourd'hui 2 fois plus bas qu'en 1980, avec des conditions de travail plus difficiles, discipline, respect. Et ce qui est arrivé à Samuel Paty, toutes les menaces. Voilà ce qui explique la difficulté de recrutement, ma chère Béatrice Rosen. Et puis, il faut que je vous parle de quelque chose. À chaque fois que j'évoque la responsabilité du Parti socialiste dans la faillite éducative, il y en a certains qui sortent leur joker en me disant « Non, non, il y a la droite, il y a la loi Abi », en me présentant Giscard. Excusez-moi, mais Giscard d'Estaing, pour moi, c'est un européiste centriste, il est parfaitement compatible avec le PS, déjà. Quant à la loi Abi, il est vrai, ce fut une grave erreur, ce collège unique, parce qu'il existait autrefois ce qu'on appelait les petites écoles qui prenaient en main les élèves qui avaient un peu de difficultés et qu'on sentait trop fragiles pour suivre un cursus au collège. Il se trouve que j'ai travaillé sur les petites écoles, notamment lorsque j'étais étudiant, et je me suis aperçu que ces petites écoles remplissaient parfaitement leur rôle. Leur suppression fut donc une erreur. Il n'en reste pas moins que la loi Abi telle qu'elle était conçue sous Giscard fut démolie par la suite sous Lionel Jospin. En effet, j'ai eu des camarades en fin de CM2 qui ne sont pas entrés au collège. Alors, ils ne sont plus allés dans les petites écoles parce que cela n'existait plus. Ils sont allés en CPPN. Je me rappelle également que certains de mes camarades, à l'issue de la 5e, ont été orientés en CAP. Et en fin de 3e, il y avait une orientation BEP. Autrement dit, on proposait aux élèves des orientations tout au long de leur cursus. Lionel Jospin, il a fait en sorte que ces orientations disparaissent. Il a fait même pire, en tout cas les socialistes, ce fut la création des zones d'éducation prioritaire qui ont concentré toutes les difficultés sans permettre aux élèves de s'en échapper par des orientations. Une véritable monstruosité qui d'ailleurs peut être résumée par ce tweet. Le collège unique a très bien rempli son rôle. Tirer vers le bas les jeunes les plus brillants des classes moyennes et populaires. L'élite, elle, a droit à ces établissements grâce à son pouvoir d'achat, logement dans les quartiers VIP ou écoles privées VIP. Je pourrais par ailleurs vous raconter mille et une anecdotes, je connais bien le sujet. Je voudrais juste en revenir sur un point qui montre comment l'idéologie gangrène les têtes vides de la rue de Grenelle. Vous imaginez que ces socialistes ont supprimé toutes les orientations au collège, c'est-à-dire qu'ils ont fermé les CPPN. Mais voilà, il y a des élèves, hélas, des enfants qui ont des difficultés psychiatriques et psychologiques. Les enseignants de collège se sont retrouvés donc face à des élèves qui ne pouvaient pas gérer et dont par ailleurs ils n'avaient pas les compétences pour les gérer. Ce fut une telle catastrophe que la rue de Grenelle a dû réouvrir de nouvelles structures, qui ne pouvaient plus appeler CPPN, qu'ils ont baptisées SECPA. Voilà comment sont les socialistes. Et puis, si vous aviez eu comme moi des cours nous expliquant que Savary, le ministre social de l'Éducation nationale, était un véritable génie, nous présentant
toutes ces expériences pédagogiques pour finir piteusement, ah, ça a échoué. Vous imaginez que les socialistes, pendant un temps, voulaient supprimer l'espace classe, les chaises et les tables. Il y a eu des élèves qui ont servi de cobayes. Vous imaginez, lorsqu'ils arrivent en sixième, ils n'ont jamais appris à rester assis et concentrés. Eh bien, leur scolarité est quasi terminée par la suite. Alors, il est vrai que les socialistes ne sont pas les seuls responsables. Il y a eu des ministres de l'éducation comme François Bayrou qui portent une très large responsabilité. Lui, il a décidé de ne plus affronter la gauche, donc il a créé quelque chose, la cogestion avec les syndicats de gauche, ne rien faire. François Bayrou fut donc ministre de l'Éducation nationale de 95 à 97 sous le gouvernement Jacques Chirac. Pour ceux qui s'en souviennent, Jacques Chirac avait promis une grande réforme de l'éducation nationale et François Bayrou s'y était opposé. Pour l'anecdote, lorsque j'ai poursuivi mes études, j'ai rencontré la fille de François Bayrou, Elisabeth. Elle était en lettres classiques à la Sorbonne, si je ne me trompe pas. Et elle m'avait dressé un portrait, comment dirais-je, peu flatteur de son père, même je dois ajouter extrêmement virulent. Elle s'était confessée, elle m'avait expliqué qu'elle s'était sauvée à 18 ans de la maison paternelle. Cela vous donne une idée. Et j'ai pu constater que les informations qu'elle m'avait données s'étaient révélées exactes. Alors, lorsqu'on ajoute bout à bout tous ces ministres de l'Éducation nationale qui sont responsables de la faillite et qu'on arrive à un petit Français sur deux qui ne sait pas lire, qui ne sait pas compter, eh bien, comme le dit François-Xavier Bellamy, ça devrait être un état d'urgence nationale absolu. Oui, d'après les dernières évaluations, plus de la moitié des élèves de 4e ne savent pas lire correctement. Situation tout aussi grave en mathématiques. Le ministre juge cela plutôt inquiétant. En réalité, ça devrait être l'urgence nationale absolue. Mais il ne se passera strictement rien. Et la raison est connue, c'est que la Maison Éducation nationale est prise en otage par des hauts fonctionnaires. Ils sont tous du même réseau, ils sont tous européistes, ils défendent tous le wokisme, le progressisme, ils défendent tous les groupes LGBT, ils défendent tous le réchauffement climatique. Ce sont eux qui ont demandé que nos enfants soient masqués à l'intérieur des classes. On ne peut pas s'opposer à eux lorsqu'on est ministre. J'en veux pour preuve quand Gilles de Robien, en 2002, qui était ministre de l'Éducation nationale de Jacques Chirac, a voulu rendre de nouveau la dictée obligatoire aux primaires, parce que les élèves s'effondraient en orthographe, le haut fonctionnaire, qui était donc responsable de la rédaction du décret, a écrit exactement l'inverse. Gilles de Robien en avait fait un scandale d'État. Oui, c'est comme cela que cela se passe dans l'éducation nationale. Et on va revenir sur l'ancien ministre de l'Éducation nationale, François Bayrou, qu'on appelle également le faiseur de roi. Il fait l'actualité non pas pour des questions éducatives, mais pour des questions de détournement d'argent. Et oui, le parquet a requis mardi à Paris 30 mois de prison avec sursis, 70 000 euros d'amende et 3 ans d'inéligibilité avec sursis contre le triple candidat à la présidentielle, François Bayrou, pour complicité de détournement de fonds publics dans l'affaire des assistants d'eurodéputés de l'UDF et du MoDem. À l'issue d'un réquisitoire de près de 7 heures, les deux procureurs ont affirmé que François Bayrou avait été le décideur principal d'un système de détournement de fonds européens au bénéfice des structures centristes entre 2005 et 2017. Il est rompu à la vie politique et à ses mécanismes, alors qu'il porte haut les valeurs de probité et d'exemplarité. On a envie de rire. Il sait parfaitement à quel point les détournements qu'il orchestre portent atteinte aux valeurs qu'il promeut, a déclaré la procureure. Alors on va revenir en 2017. Emmanuel Macron est à 15-16% dans les sondages. Il n'a plus aucune chance d'être au second tour. Et voilà qu'arrive François Bayrou, qui lui apporte les 5-6% qui vont permettre à Emmanuel Macron d'être président de la République et de commettre tout ce qu'il a fait pendant 7 ans. C'est François Bayrou qui est le principal responsable de ce désastre, Emmanuel Macron. Et Emmanuel Macron l'avait remercié en le nommant ministre de la Justice, sachant qu'il avait en effet une affaire de détournement de fonds publics. Est-ce qu'il pensait, Emmanuel Macron, que François Bayrou pourrait donc étouffer l'affaire? C'est à vous de juger. Il n'en reste pas moins que le gouvernement, de temps en temps, recule face au tollé, face au scandale. Le ministre Olivier Grégoire vient de l'annoncer. Rien ne changera pour les Français. Pour les titres restaurants, ils pourront continuer à acheter des produits alimentaires. Il faut dire que la nouvelle tombait assez mal alors que nous avions
Les nouvelles de la progression de la pauvreté en France. Le taux de pauvreté en France a progressé de 0,9 points à 14,5% en 2021 selon l'INSEE. On a le meilleur président que la France n'ait jamais connu, heureusement. J'imagine que vous sentez toute l'ironie d'Alexis Poulain. Et c'est sur Le Monde moderne, sa chronique, que nous apprenons que Marlène Schiappa est recasée chez Tilder. Pas Tinder, Tilder. Un vrai job après l'emploi fictif de ministre. Bravo à elle d'avoir traversé la rue. On sent encore l'ironie. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce Tilder? Eh bien, on va regarder. Tilder, cabinet de conseil en communication auprès des leaders d'aujourd'hui et de demain. Nous accompagnons les organisations privées et publiques dans leur stratégie d'image et d'influence, au service de leur croissance et leur transformation, dans leur stratégie d'image et d'influence. Et là, on se dit, est-ce que c'est une très bonne idée de recruter Schiappa? Parce qu'on ne peut pas dire qu'elle ait une bonne image et l'influence qu'elle a eue, lorsqu'on se souvient notamment de son audition pour les fonds Samuel Paty, fut un véritable désastre. Pour obtenir le poste qu'elle a eu, il faut traverser toute une série d'entretiens d'embauche. Ils sont très sélectifs. Et là, je relis, dans leur stratégie d'image et d'influence, mais qu'est-ce qu'ils ont trouvé dans Marlène Schiappa pour occuper ce poste? Ah, je sais, mais parce que vous avez mauvais esprit, vous allez me dire, elle est l'amie du président de la République, alors il a pris son téléphone et il lui a permis d'avoir ce poste. Vous avez vraiment mauvais esprit. Il n'en reste pas moins qu'on peut s'interroger parce que au niveau de l'image, ça donne ça quand même, Marlène Schiappa. Marlène est recasée chez Tilder, un cabinet de conseil. Leur but, je l'ai déjà dit, donc communication auprès des leaders d'aujourd'hui et de demain dans leur stratégie d'image et d'influence. Mais quels conseils peut-elle donner? Elle écrit des romans porno et pose dans Playboy. Mais Marlène Schiappa, normalement, va conseiller des winners, des leaders. Est-ce qu'elle va donc leur demander de poser nus dans des revues de charme ou d'exposer leur vie sexuelle dans tous les journaux? Là, j'avoue que Tilder, ils ont une sacrée recrue, champion du monde. Nous allons maintenant passer à quelque chose d'un peu plus sérieux, le scandale de l'Unédic. Le scandale de la disparition de 7 milliards d'euros de l'association patronale de garantie des salaires embarrasse l'Unédic. Des milliards évaporés sans que personne ne s'inquiète. Des salariés qui portent plainte après avoir découvert qu'une partie de l'argent du fonds de garantie patronale ne leur est pas parvenue. Les révélations de l'ex-directrice du régime de garantie des salaires ont conduit à l'ouverture d'une enquête. Mais tout est fait pour décrédibiliser Ouria Wimmer-Milano, la lanceuse d'alerte. C'est d'ailleurs ce que nous rapporte Philippe Murer chez André Berkoff. Je vous mets l'extrait dans ma description. Fraude sociale, Ouira Wimmer-Moreno, qui a révélé le scandale des 7 milliards d'euros disparus de l'AGS, est menacée de licenciement alors qu'elle a fait un super boulot, explique Philippe Murer. Mais pire, elle a été menacée physiquement. Elle est obligée d'être protégée 24 heures sur 24 par 2 policiers. Et dans cette histoire, on a l'impression que le gouvernement fait en sorte que la justice n'apparaisse pas. C'est ce que nous affirme Philippe Murer. Mais cette fois-ci, au micro de Toxin, vous avez toujours dans ma description l'extrait. Les entreprises se font voler. Car si le gouvernement découvrait le détournement des fraudes, elle paierait beaucoup moins de cotisations, ce qui est le but de Bruno Le Maire, affirme-t-il de manière ironique. Oui, le gouvernement n'est pas du tout pressé de connaître les raisons de ce détournement. Alors, je ne connais pas les raisons de ce détournement, mais lorsqu'on regarde à l'étranger, attention, pas en France, ça n'a rien à voir, lorsqu'il y a détournement de 7 milliards, il y a peut-être enrichissement personnel de certains patrons qui peuvent financer de cette manière-là des syndicats. C'est à l'étranger. En France, c'est jamais arrivé, vous vous en doutez bien. Voire le gouvernement peut recevoir une partie de l'argent pour du financement de campagne électorale. C'est à l'étranger, en France, c'est jamais arrivé. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Voire, par exemple, financer des officines de Barbouze pour attaquer les opposants politiques, un peu comme le font Samuel Paty. Mais attention, là, ça n'a rien à voir, vous en doutez bien. J'espère que vous avez saisi mon message. Puisqu'on parle du loup, eh bien, on va en voir la queue si je puis me permettre. Inondation dans le Pas-de-Calais, Emmanuel Macron annonce un fonds de soutien exceptionnel de 50 millions d'euros. Allez, je vais me jeter des fleurs. J'avais prévu cette situation l'année dernière. Lorsqu'il y a eu la sécheresse, je vous avais prédit qu'Emmanuel Macron irait visiter des inondations et qu'il lancerait un plan ou quelque chose pour les inonder. Eh bien, c'est fait. Et Mike va un peu plus loin. Pourquoi aucun média sérieux aujourd'hui ne remet en cause les prévisions catastrophistes de Macron liées à la sécheresse? On avait vécu les mêmes prévisions catastrophistes
lors de la pandémie. Je rappelle qu'en mars, la France devait, du fait du réchauffement climatique, connaître une sécheresse jamais vue dans toute l'histoire de France. À la suite de cette prévision, des restrictions d'eau drastiques ont mis en faillite nombre d'agriculteurs. Aujourd'hui, plus personne ne s'en souvient. C'est évidemment le rôle du journaliste de le rappeler. Pourquoi ne le font-ils pas? Quels sont leurs conflits d'intérêts? Mike est évidemment très ironique et je vous renvoie à mon numéro d'il y a 2 jours. Vous avez été nombreux à me poser la question, mais que faisait Tucker Carlson en Espagne? En effet, dimanche, il y a eu des manifestations monstres contre le gouvernement socialiste espagnol. Alors, que s'est-il vraiment passé? Deuxième du scrutin, le socialiste Pedro Sánchez est désormais assuré d'être reconduit au pouvoir par le Parlement la semaine prochaine, grâce à l'appui des députés de la formation de l'indépendantiste catalan Puigdemont, principale figure de la tentative de sécession de 2017 qui a fui en Belgique pour échapper aux poursuites judiciaires. En échange de son soutien, là vous ne rêvez pas, le parti de Puigdemont, Ensemble pour la Catalogne, a obtenu une loi d'amnistie des indépendantistes poursuivis par la justice. Ce sont des gens qui sont violents, sectaires, corrompus, principalement pour les événements de 2017, ainsi que l'ouverture de négociations portant entre autres sur la question de la reconnaissance de la Catalogne comme nation. Vous avez bien compris, le socialiste Pedro Sánchez, pour conserver le pouvoir, s'associe avec le diable. La droite espagnole, une partie de la magistrature, mais aussi certains dirigeants modérés du Parti socialiste de Pedro Sánchez, considèrent que cette mesure d'amnistie va à l'encontre des principes d'égalité et d'unité territoriale et de la séparation des pouvoirs, bien évidemment. Dans la foule à Madrid, il y avait des centaines de milliers de personnes vêtues d'un drapeau espagnol. Laura Díaz Bordonado, avocate de 31 ans, confie de ne pas ressentir seulement de la colère ou de l'indignation, mais aussi de la peur concernant cette alliance politique. Un peu plus loin, Alberto, professeur de 32 ans, votant lui aussi à droite, dénonce un pacte signé dans le dos de tous les Espagnols qui sont ici. Remarquez que c'est monnaie courante avec tous ces européistes. Ils font en sorte de trahir leurs électeurs. C'est même une loi. Et puis ces associations contre nature, nous les connaissons en France depuis des décennies. Allez, Emmanuel Macron et François Bayrou, et Emmanuel Macron avec tous les membres des anciens partis qui l'ont rejoint. Faut-il également rappeler Sarkozy avec les socialistes, l'UMPS, qui ont fait en sorte de ne pas respecter le vote des Français lorsqu'ils ont voté non à la Constitution européenne par voie de référendum. Une habitude, vous dis-je. Allez, on va terminer par une plaisanterie. Vous reconnaissez les deux personnages, Zelensky et Joe Biden. Alors, je vous prie de m'excuser pour ceux qui sont russophones, mon accent. Ça fait longtemps que je n'ai pas pratiqué le russe. Tigavaril, miesnie da konca, et aujie kaniec. Qu'est-ce que cela signifie? Il y a Zelensky qui dit à Biden « Tu avais dit, nous irons au bout jusqu'à la fin ». Et Joe Biden « C'est déjà la fin, fiston ». Voilà pour cet humour russe. J'espère que vous l'avez apprécié. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.